la guerre. Moi, je m'appelle Albrecht Sonntag, je suis professeur à l'EUAsia Institute de l'ESCA École de Management et donc automatiquement membre de l'Alliance Europa et de son institut d'études européennes et globales qui porte bien son nom ce soir et je vais essayer de nous guider à travers cet échange. Avant de commencer, un grand merci à nos invités qui se sont mobilisés en un temps record et que je vais avoir le plaisir de présenter plus en détail dans une seconde. Et un grand merci à l'équipe d'Alliance Europa, basée à Nantes, qui a initié et mis en place cette rencontre en ligne, notamment à son directeur, Michel Catala, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, et à Marie Bonenfant, qui veille à ce que cela puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Perspective européenne et internationale, donc, et j'ai envie d'ajouter perspective interdisciplinaire également, car nos invités exercent dans des champs académiques et recherchent dans des spécialités très variées et très complémentaires. Je vous propose de les présenter rapidement. Peut-être, Marie, vous pouvez afficher la collègue en question quand je mentionne. On commence par Magdalena Dębinska, qui nous a rejoint d'outre-Atlantique ce matin, j'allais dire, ce soir pour nous. Et là, je vois que Sarah est présente également. Donc, Magdalena est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal et directrice académique du CERIUM, c'est le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Et vous êtes une experte des politiques identitaires et des conflits ethniques, notamment dans l'espace post-soviétique et dans l'espace de l'Europe centrale et orientale en général. Vous avez du travail ces jours-ci, je pense, à expliquer, à faire sens de ce qui se passe dans cet espace qui reste pour nous occidentaux, tout de même parfois énigmatique, souvent méconnu. De Bruxelles, nous accueillons Denis Duet, professeur de sciences politiques au sein de l'Université Saint-Louis, où vous présidez l'Institut d'études européennes, donc une perspective vraiment européenne et en direct de Bruxelles. Et on va profiter de votre expertise en matière de sécurité européenne, de gestion de frontières, gestion des flux migratoires et de l'ordre politique européen plutôt chamboulé en ce moment au sens large. Sergio Miscoiu, professeur en sciences politiques à l'université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca en Roumanie. J'ai googlisé, je connais Cluj-Napoca, mais j'ai googlisé les distances, donc vous êtes plus près d'Odessa que nous à Nantes, et nous sommes de Marseille ou de Strasbourg. Je crois que c'est intéressant à le souligner et ça a sans doute une influence aussi sur la perspective que vous pouvez apporter. Vos travaux de recherche portent sur le système politique de l'Europe centrale et orientale, mais aussi sur le populisme, l'extrême droite, la théorie du discours. Et là aussi, on apprend beaucoup de choses sur le maniement du discours, l'hégémonie du discours actuel dans cette situation. Et donc, plus près de nous, et vient d'arriver Sarah Casella, professeure de droit public à l'Université du Mans, où vous co-dirigez le laboratoire interdisciplinaire Thémis. On va faire appel à vos éclairages, entre autres, sur ce à quoi sert le droit international et ce que peuvent faire les différentes cours de justice internationales qui existent. Et je vous sais gré de vous joindre à nous malgré vos obligations de ce soir. J'ai bien noté que vous devez nous quitter à 19h10 pour clôturer un colloque que vous avez organisé. Et puis notre hôte de ce soir, Michel Catala, qui a mis derrière lui le MSH, la Maison des sciences de l'homme de Nantes, où il dirige Alliance Europa depuis plusieurs années. Comme je l'ai déjà dit, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Moi-même, je suis sociologue, donc on fait un panel très pluridisciplinaire. Pour finir, un tout petit peu de housekeeping, comme disent nos amis anglophones. Donc, les règles de bonne conduite. Il stipule que tout le monde ferme bien son microphone et sa caméra afin d'éviter toute perturbation.
Nous avons un chat où des questions peuvent être posées, où tous les participants de ce soir sont invités à poser leurs questions et nous ferons du mieux que nous pouvons en sorte de prendre le temps d'y répondre. Et j'invite aussi tout le monde à respecter les règles de politesse. Il est évident que nous sommes tous bouleversés, ébranlés par ce qui se passe en Ukraine. Il est tentant de laisser libre cours à ses émotions, voire son indignation. Mais si nous sommes réunis ce soir, c'est aussi pour bénéficier des connaissances et des analyses de chercheurs internationalement reconnus, d'éclairer les différents sujets et d'affiner notre compréhension de ce qui se passe et faisons-le dans le calme si possible. Voilà pour l'introduction. Et on va rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre du temps. Et j'ai envie de poser une question toute bête, toute simple pour lancer la discussion. Je vais la poser à Magdalena à Montréal. Comment sommes-nous arrivés là? Une guerre en Europe, comment est-on arrivé là? Comment est-ce possible? Une question qui nous taraude depuis 2 semaines. Vous avez étudié de très près l'évolution de ces dernières décennies dans l'espace post-soviétique. Est-ce qu'on aurait dû voir ça venir? Est-ce que c'était écrit? Quelle est votre analyse de l'avènement de cette guerre? Oui, merci beaucoup. Bien entendu, maintenant qu'on est devant les faits, a posteriori, on peut se dire qu'on aurait dû voir, on aurait dû prédire, etc. Mais on est en sciences sociales, puis on sait très bien que ce genre de prédiction est extrêmement difficile. Bon, l'histoire post-soviétique, je ne vais pas, bien entendu, en faire ici l'état. Il s'agit de 30 ans d'histoire qui ne peut pas se résumer en 4 minutes, mais j'aimerais peut-être venir sur 3 points, insister sur 3 points pour répondre à votre question, comment on est arrivé là. Premier point, c'est sur la ligne rouge de Moscou. Ensuite, le deuxième point sur l'utilisation des régions séparatistes par Moscou dans le passé et l'instrumentalisation de l'histoire. Donc, brièvement, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, même si ce sont tous des points très vastes. Donc, le premier point a déjà été abordé à maintes reprises. Donc, dans la construction de l'architecture de sécurité européenne, la Russie se sent ignorée par l'Occident. Et on sait, le Kremlin a répété depuis longtemps où se situait sa ligne rouge, donc l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Cela étant dit, j'aimerais insister sur le fait que le dernier élargissement a eu lieu en 2004 et à vrai dire, personne ne pense sérieusement que l'adhésion de l'Ukraine ou par exemple de la Géorgie aussi était une possibilité à court ou même à moyen terme. Donc, selon moi, cette menace de l'OTAN est en fait peu crédible. Les aspirations européennes des voisins sont également exclues du point de vue de la Russie. Donc ici, il suffit de rappeler que c'était la signature des accords d'association avec l'Union européenne qui dérangeait Moscou en 2013, et notamment parce que la zone de libre-échange qui est prévue dans ces accords d'association entre en contradiction avec l'éventuelle adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldova, au sein de l'Union économique eurasiatique qui est menée par Moscou. Donc, lors des accords d'association qui devaient être signés à Vilnius en 2013, quelques mois avant, le Kremlin avait alors exercé des pressions politiques et économiques sur l'Ukraine qui ont, je rappelle un peu les faits, qui ont abouti à la volte-face du président Yanukovych, qui a été ensuite suivi par ce qu'on connaît maintenant comme l'Euromaïdan, par l'annexion de la Crimée en réponse à l'Euromaïdan finalement, et l'aide de Moscou aux séparatistes dans le Donbass. Et là, mon deuxième point, c'est le fait que la Russie a l'habitude en fait d'utiliser les territoires dans les pays souverains voisins pour faire avancer son programme géopolitique. Je vais rappeler juste ici
une visite qui a eu lieu à Tiraspol, en Transnistrie, donc le territoire séparatiste de la Moldova, une visite du vice-président en fait russe de l'époque, Alexander Rudkoy, en avril 1992, donc ça fait vraiment déjà 30 ans, où il a affirmé que la Russie devait protéger les Russes où qu'ils vivent, et cela même par des mesures dures. Et on se souviendra que quelques mois plus tard, la guerre sécessionniste de la Transnistrie a été gagnée par les séparatistes avec l'appui de Moscou, et depuis ce conflit est gelé. Un autre endroit où la Russie intervient auprès des régions séparatistes de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, donc en Géorgie, ça aussi, c'était au début des années 90 déjà. Depuis, ces régions sont devenues des États de facto qui sont complètement dépendants de Moscou, et où encore la Russie est intervenue pour protéger ses compatriotes, donc selon le discours officiel, lors de la guerre russo-géorgienne en 2008. Après quoi, d'ailleurs, Moscou a reconnu l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud comme des États indépendants. Donc, mon point ici, que depuis déjà une trentaine d'années, ces régions, il y a des régions séparatistes qui déstabilisent ici respectivement Moldova et la Géorgie, et représentent ce qui représente un obstacle à leur aspiration occidentale, donc l'adhésion à l'Union européenne, et pour la Géorgie également à l'OTAN. Et en ce sens, ce qu'on observe, donc les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, ne font pas exception finalement à la politique du Kremlin dans son étranger proche, et ce depuis donc la fin de l'URSS. La différence temporelle, donc pourquoi en Ukraine c'est en 2014 et non pas au début des années 90, s'explique probablement par le fait que jusqu'en 2014, Moscou avait un levier sur les affaires intérieures de l'Ukraine, parce que le pays était divisé entre un électorat russophile et un électorat plus pro-européen. Mais avec l'Euromaïdan en 2014 et la signature finalement des accords d'association par l'Ukraine en 2015, c'est le contrôle du Donbass qui permettait à Moscou de retenir ce levier sur les orientations géopolitiques de l'Ukraine. C'était en moins le plan. Mais ce plan, selon moi, a échoué, ce scénario-là, parce que d'un côté, l'annexion de la Crimée et le conflit séparatiste, la guerre séparatiste au Donbass a provoqué des effets contraires. En fait, on observe une augmentation du sentiment anti-russe en Ukraine, on observe une augmentation de sentiment pro-occidental, avec 2/3 des Ukrainiens qui appuient l'adhésion à l'Union européenne, avec près de 60% de la population qui appuie l'adhésion à l'OTAN. Ce qui a échoué aussi, c'est de faire pression sur l'Ukraine, de réintégrer le Donbass au sein de l'Ukraine, mais avec un statut spécial qui, de facto, donnerait à ces régions-là un pouvoir de veto sur l'orientation géopolitique de l'Ukraine. Et c'était ce scénario-là que Moscou poussait. C'était inscrit, selon l'interprétation en tout cas de Moscou, c'était inscrit dans les accords de Minsk, mais le problème c'est que le contenu, les 13 points... Праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! La Rouge de Kiev, c'est la Rouge de Kiev, donc cette période médiévale d'où vient le mythe de l'unité du peuple slave oriental. C'est la Novorossia, donc la référence à l'Empire russe et à cette région de l'Est et Sud-Est, Centre-Est
de l'Ukraine qui serait finalement ajouté à l'Ukraine de façon erronée et artificielle selon le Kremlin au début des années 1920. Et troisième période importante pour comprendre le discours de dénazification de l'Ukraine, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, et cette association de tout, finalement maintenant, l'association à tout mouvement national en Ukraine à un mouvement fasciste naziste en lien en référence avec les organisations nationalistes qui luttaient pour une libération nationale et un État indépendant de l'Ukraine à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale contre donc la Pologne et l'Union soviétique, et en espérant que avec l'alliance des Allemands, il pourrait y avoir un État indépendant ukrainien. Bien entendu, c'est juste pour mentionner, juste pour terminer, cette désignation du gouvernement et des Ukrainiens de l'Ukraine comme fascistes nazis est absolument farfelu. En tout cas, c'est juste, mais ça résonne, si vous voulez, dans les esprits collectifs. Oui. Merci, je vais arrêter là. Oui, merci beaucoup Magdalena. Juste pour être sûr, donc vous avez mis en perspective, vous avez expliqué le pourquoi, sur quoi c'est basé, ce qui se déroule sur nos yeux, mais avez-vous été surprise, oui ou non, de l'attaque guerrière réelle qui s'est produite fin février? Oui, j'ai été surprise, je n'étais pas la seule, et comme je travaille surtout sur les questions de régions séparatistes, etc., avec les collègues, on pensait, si on parlait d'une invasion, ça aurait été quelque chose qui s'arrêtait au Donbass, un peu le scénario de la Géorgie, où en 2008, il y a eu cette guerre entre Géorgie et la Russie autour de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, mais la Russie s'est arrêtée à ces régions-là, ne s'est pas avancé sur Tbilissi ou au-delà des frontières administratives de l'Ossétie du Sud, de l'Abkhazie. Donc le scénario le pire était de voir l'invasion se produire au Donbass, avec éventuellement une repoussée de la ligne de démarcation entre les séparatistes et l'armée ukrainienne, puisque en fait les républiques autoproclamées ne contrôlent qu'un tiers finalement de la région du Donbass, mais revendiquent l'autonomie, l'indépendance sur la totalité du territoire. Donc, au pire, on s'attendait à ce qu'il y ait occupation du Donbass dans son entièreté, mais pas enfin, moi, je ne m'attendais pas à une invasion aussi totale sur Kiev et un discours qui vient avec beaucoup plus poussé, qui remet en question totalement la souveraineté même de l'Ukraine, qui remet en question l'existence de la nation ukrainienne. Enfin, le discours, il est très... voilà, on est comme... Ça a escaladé. Oui. Bien. Et Michel, je bascule rapidement vers toi. Histoire contemporaine européenne, c'est ton métier. Nos dirigeants, ils ne voyaient rien venir. Est-ce que c'est une surprise pour absolument tout le monde qu'une guerre de cette taille et de cette intensité éclate devant nos yeux en 2022? N'oublie pas de mettre ton microphone, on a hâte de t'entendre. Oui, merci Albrecht pour cette précision, et puis merci pour avoir accepté d'animer ce débat, et à tous nos collègues pour avoir accepté d'y participer. Oui, alors pour répondre à votre question, eh bien écoutez, moi je suis historien des relations internationales, alors j'aime bien examiner les réactions occidentales face aux problèmes sur une durée assez longue, en tous les cas sur les 15 dernières années, et essayer de voir quels sont finalement les éléments de continuité pour essayer de répondre à votre question, qui est celle de la surprise. Finalement, y a-t-il eu surprise? Et puis surtout, s'il y a surprise, pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu? Alors que finalement, vous allez voir, on a l'impression, quand on essaie d'étudier rationnellement les choses, que surprise, il n'y aurait pas dû avoir. Alors en fait, si on examine
les grands déterminants de la politique occidentale face à la question ukrainienne finalement, hein, et aux relations entre l'Ukraine et la Russie, on s'aperçoit qu'il y a des grandes permanences tout de même depuis 15 ans dans ces réactions. Hein. Et ces grandes permanences sont dues finalement à 3 éléments extrêmement importants à mon sens. C'est-à-dire tout d'abord le fait que les Occidentaux ne veulent pas aller vers un conflit militaire ouvert et direct avec la Russie, puissance nucléaire, mais en même temps, les Occidentaux ne peuvent pas non plus ne pas condamner cette politique. Donc, on aboutit finalement à une sorte de fermeté, mais à une fermeté limitée dans les réactions, on va le voir. Et puis toujours la volonté également de maintenir un dialogue avec la Russie et avec Vladimir Poutine pour tenter de préserver la paix. Et puis troisième élément qu'on retrouve aussi finalement depuis 15 ans, la volonté de construire une coopération forte avec l'Ukraine, puisque l'Ukraine réclame ce rapprochement avec les Occidentaux. Alors, il s'agit de chercher une réponse équilibrée entre tous les éléments de cette équation complexe. Alors, sans vouloir remonter jusqu'aux réactions, notamment en 2008, hein, lors de la demande de l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, hein, qui est finalement refusée, notamment à cause de l'intervention de la France et de l'Allemagne, hein, qui ne souhaitent pas finalement provoquer déjà Vladimir Poutine. Quand on regarde les réactions aux événements de 2014, hein, que rappelait Magdalena tout à l'heure, c'est-à-dire la révolution de Maïdan, l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass, eh bien, les Européens, finalement, ont très bien maintenu cette attitude. Hein. Une réaction de fermeté, mais de fermeté mesurée, hein, en condamnant la Russie, en prenant des sanctions sur la Crimée, mais des sanctions importantes, mais pas non plus trop surévaluées, un renforcement de la présence militaire de l'OTAN dans les pays baltes, en Europe centrale, mais là aussi très mesuré, hein, et assez limité. Et puis également la mise en place d'une aide à l'Ukraine, mais d'une aide tardive, hein, sous forme, là aussi, d'une aide limitée sur la formation, sur le matériel, et finalement une perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui s'éloigne définitivement à partir de 2014. Et puis, à côté de cette fermeté mesurée, bah, comme vous le savez, comme l'a dit également Magdalena tout à l'heure, hein, c'est la volonté également de maintenir le dialogue. Alors, ça aboutit, hein, au protocole de Minsk, hein, du 12 février 2015, c'est-à-dire à cette volonté d'aller vers un dialogue avec la Russie et de permettre un cessez-le-feu, hein, qui ne sera jamais vraiment respecté, mais en actant finalement une solution à l'avantage tout de même, hein, de la Russie, c'est-à-dire avec une partition de l'Ukraine, un gel de la situation sans véritable solution, mais qui donne un avantage réel à la Russie. Et puis, maintien d'une politique d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, là aussi Magdalena l'a signalé tout à l'heure, avec la signature donc, de cet accord de libre-échange et d'association, qui a pour conséquence aussi, hein, le fait que la Russie, finalement, se sente, hein, de plus en plus comment dire, menacée, hein, et voit également dans cette politique d'association une marque d'hostilité qui pousse au raidissement de sa position. Alors, le dernier élément quand même pour expliquer cette position occidentale assez mesurée et poussant au dialogue, c'est également tout de même les évolutions de la politique américaine depuis ces 15 dernières années, et notamment depuis 2009, hein, le fameux basculement américain vers l'Asie-Pacifique, la préparation de l'affrontement futur avec la Chine, et finalement un discours américain qui se veut ferme, mais qui ne cherche jamais à cacher, hein, que l'Europe n'est finalement plus sa priorité, hein, en envoyant d'ailleurs des signaux directs ou indirects dans ce sens, que ce soit dans l'affaiblissement de la protection américaine, dans l'affaiblissement de l'OTAN dans les années Trump, ou indirect comme l'ensemble des déboires, hein, vécus par les Américains au Moyen-Orient, les retraits successifs, la fin de la ligne rouge en Syrie, le retrait d'Afghanistan très récemment. Hein, et par-delà également l'absence de mobilisation de l'Union européenne pour prendre en compte une menace russe dans ce nouveau contexte, hein, de désengagement américain. Alors, quand on analyse les prises de position Albrecht depuis l'été 2021, vraiment dans la crise actuelle, on retrouve exactement ces éléments. Hein. Il ne devrait pas y avoir de surprise, puisque les préparatifs de guerre russe ont été décelés très tôt par les services de renseignement, ont été également révélés très tôt par les Américains. Vladimir Poutine a exposé très clairement et publiquement ses objectifs depuis le mois de juillet. Donc la radicalité des positions russes est connue. Les experts, hein, français que l'on pouvait suivre dans des blogs ou autres depuis décembre 2009 disaient même que la guerre était annoncée
hein, et donc que finalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Et les réactions européennes et occidentales sont tout à fait dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire. On retrouve la fermeté limitée, hein, des Américains qui condamnent l'attitude russe, qui acceptent un dialogue de principe en janvier à Genève, mais en constatant très vite le désaccord de fond et en dénonçant publiquement ces préparatifs militaires russes, mais en annonçant également très rapidement que l'Amérique n'interviendra pas, que la ligne rouge est fixée aux pays membres de l'OTAN et que donc l'Ukraine n'est pas sous une protection américaine, donc il n'y aura pas de guerre directe avec la Russie. On est dans le droit fil des positions précédentes. Les Européens sont exactement également dans leur rôle, qui est celui de tenter une négociation, hein, pour préserver la paix, un dialogue jusqu'au bout, hein, dans la recherche d'un compromis. On connaît ce qui s'est passé entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, hein, et là aussi on est tout à fait dans cette idée du dialogue pour sauver la paix. Et puis toujours l'affichage, hein, de la solidarité avec l'Ukraine, hein, qui ne se dément pas. Et le problème, c'est que finalement, hein, on est dans une inefficacité totale, puisque cette stratégie n'empêche absolument pas Poutine de mettre en place méthodiquement sa stratégie. Hein, ça ne fait pas reculer, ni la négociation, ni la fermeté mesurée, ni la coopération avec l'Ukraine n'engagent de véritables reculs de la part de Poutine. Alors comment expliquer cet aveuglement? Parce qu'il y a effectivement, Albrecht, un aveuglement, même s'il n'y a pas normalement surprise. Parce que si les gens se sentent surpris et sidérés, y compris les spécialistes, c'est bien qu'il y a une forme d'aveuglement. Alors pourquoi? À mon sens, d'abord parce qu'on ne croit plus en Occident et notamment en Europe à une guerre interétatique de grande ampleur. On la voit comme quelque chose du passé, hein, et la sidération des opinions publiques et d'une grande partie des élites intellectuelles, militaires, diplomatiques ou scientifiques s'explique parce que ces Occidentaux ne pensent plus finalement en termes de puissance, n'ont pas voulu comprendre le retour de la tragédie, hein, si j'ose dire, le retour de l'histoire, comme disent certains, et finalement n'ont pas voulu croire avec leur grille de lecture à l'ampleur de la menace et finalement à l'ampleur de l'offensive russe. Finalement, notre analyse rationnelle ne cadre pas avec l'attitude de Vladimir Poutine. On ne croit pas à sa détermination, on pense toujours qu'il bluffe ou pas, hein, et finalement, on ne pense pas parce qu'une analyse rationnelle de la situation ne nous permet pas de voir quelle est la plus-value de cette guerre. Cette attitude n'entre pas dans notre rationalité occidentale ou européenne. Voilà, donc je pense que essentiellement la raison est là et on pourra d'ailleurs développer plus tard aussi des conséquences à long terme, hein, pour l'Europe et les États-Unis à la suite de cette agression russe. L'historien ne peut que noter d'ailleurs, hein, toujours les difficultés des États occidentaux face à une grande puissance qui remet en cause l'ordre international par la force. Hein, comment s'y opposer suffisamment tôt, suffisamment fermement pour y mettre fin? C'est une éternelle question, hein, on se la pose encore quand on voit d'autres périodes historiques, même s'il n'y a pas d'amalgame à faire, ou de fausses interprétations. God is great. Merci beaucoup, Michel, d'avoir mis ça en perspective. Il n'aurait pas dû y avoir surprise, or il y en a eu. Tu nous as bien montré qu'il y avait véritablement des bugs dans le logiciel européen, un bug qui est le manque d'imagination de la puissance, de la guerre, de la force comme moyen de chambouler l'ordre international. Nous n'avons plus ça dans notre logiciel. Or, on se réveille et on s'aperçoit que finalement, on en a besoin. Et je crois, si je peux me permettre, je crois qu'il y a aussi un deuxième bug qui est celui que nous autres occidentaux de l'Ouest n'avons pas trop l'habitude de bien écouter nos Européens voisins de l'Est, hein, et aussi une grosse leçon d'humilité, je crois, par rapport à ce qui se passe actuellement. On aurait peut-être dû mieux écouter nos amis baltes, polonais, roumains et autres. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère les dirigeants ouest-européens se mettent dans leur petit carnet de révision pour la prochaine fois. Magdalena, tu voudrais intervenir? J'ai vu ta main.
Oui, mais en fait, c'était exactement mon intervention, allait dans le même sens. C'est-à-dire que l'Union européenne et l'Occident, c'est une grosse boîte, mais elle n'est pas aussi homogène que ça et que, effectivement, la menace potentielle de la Russie a été à maintes fois répétée par l'Europe centrale. Tout à fait. Alors, pour faire le lien avec ce que Michel vient de dire, cette irruption brutale de la force dans les relations internationales que nous croyons pacifiées, orientées vers le commerce et l'échange et le maintien du dialogue, ça pose quand même la question, à quoi sert le droit international si on peut le fouler des pieds comme ça 1 février de manière planifiée, organisée et maintenant on voit aussi ultra violente. Pouvez-vous, Sarah, nous mettre à jour à quoi sert le droit international, comment il peut se défendre, ce droit multilatéral, comment il peut se défendre contre cette agression qui lui est adressée également, hein, quand on parle de l'ordre international qui est souvent mentionné. Il y a des cours de justice internationale, plusieurs même. Que peuvent-elles faire? Il y en a même des cours nationales qui s'octroient une compétence universelle. Ça aussi, ça mérite d'être développé. Je vous laisse un petit peu mettre ça en perspective du droit. Oui, merci beaucoup. Mais moi, je voudrais effectivement rebondir sur ce que vient de dire Michel, parce que je crois que du point de vue des juristes, c'était exactement la même représentation. C'était à peu près inimaginable, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie le droit international humanitaire, les conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des conflits qui essentiellement, dans leur très très grande majorité, sont infra-étatiques au départ, quitte ensuite à ce qu'ils deviennent mixtes, à ce qu'il y ait des interventions étrangères, mais ça n'est à l'intérieur d'un État. Cet exemple, qui est quasiment un exemple de manuel d'agression, de guerre interétatique, c'est quelque chose qu'on considérait comme un petit peu relégué à l'histoire du droit international. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est très marquant. Et je vais même donner l'exemple, la raison, enfin, quelque chose qui symbolise bien le fait que c'est très marquant. On est dans la violation la plus grave de l'interdiction du recours à la force de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire une agression armée. Et jamais, jusqu'à présent, un organe des Nations Unies n'a utilisé cette qualification. On a toujours évité, on a dit c'est une rupture de la paix, etc., etc. Bien évidemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies était bloqué, c'est tout à fait évidemment. Il n'a pas adopté la résolution qui était demandée notamment par les États-Unis, puisque la Russie a dit non, veto immédiatement. Donc la question est passée à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a une majorité écrasante des États, a qualifié ouvertement ce qu'a fait la Russie d'agression armée. Donc ça, c'est quand même une première aux Nations Unies, ce qui est quand même quelque chose d'assez marquant. Et ce qui en creux veut dire une chose, c'est que l'Ukraine est en train d'agir en légitime défense, c'est-à-dire que la réaction de l'Ukraine est légale selon la Charte des Nations Unies. Donc on a quand même quelque chose d'assez net. Alors vous m'avez demandé à quoi sert le droit. Dans ces cas-là, on est toujours... C'est un choc, évidemment, pour les juristes, pas seulement pour les juristes, parce que on a le sentiment que ce qui existe comme architecture, comme structure de droit et les règles, je répète, fondamentales du droit international ne servent à rien. Alors, à cet égard, même si c'est très dur le coup qu'on a reçu, je voudrais quand même faire remarquer une chose très intéressante. Vladimir Poutine, qui ne s'embarrasse pas beaucoup des règles de droit international, on l'a remarqué, a pris soin de justifier avec 2 arguments juridiques ahurissants, ubuesques dans la façon dont ils ont été utilisés, mais quand même a pris soin de tenter de justifier juridiquement l'action de la Russie, l'opération militaire spéciale, dit-il, ce qu'on appelle une agression armée, si on qualifie correctement en droit. C'est-à-dire qu'il a utilisé 2 arguments. Le premier, c'était la Russie intervient militairement pour mettre fin à un soi-disant génocide commis par les Ukrainiens contre les minorités russes, première chose. Deuxième chose, 2 jours avant l'intervention russe, l'agression, il prend soin de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes, enfin en tout cas pas des républiques, mais des régions séparatistes ukrainiennes, reconnaît l'indépendance et en creux, l'idée c'était la suivante, la Russie va intervenir
pour défendre ces nouveaux États indépendants. Seule la Russie a soutenu cela. Évidemment, les deux arguments ne tiennent absolument pas juridiquement, mais ce qui est intéressant dans le discours, et alors que par exemple un président comme Donald Trump ne s'embarrassait pas tant que ça des arguments juridiques, si on compare un peu, là, il essaye quand même de justifier. Il se place quand même sur un terrain de justification juridique, ce qui est quand même, en termes de communication, ça peut paraître... On a une petite coupure. Oui. Ah, Ça je va, suis vous êtes- désolée. Non, non, c'est Oui, bien, vous êtes vous de m'entendez? retour. J'ai une connexion qui n'est pas Donc, extraordinaire, je suis désolée. vous en étiez à cette tentative ubiesque de justification par le droit, même farfelu, une violation du droit. Une violation gigantesque et pourtant, on se place sur le registre du droit. C'est quand même, en soi, c'est assez surprenant. Et alors, il y a deux réactions judiciaires extrêmement rapides, c'est-à-dire que l'Ukraine a immédiatement investi aussi le domaine du droit, et elle a saisi tout d'abord la Cour internationale de justice. Alors, la Cour internationale de justice, c'est un organe principal des Nations unies qui est compétente pour les différents entre États, interétatiques. Et l'Ukraine avait une difficulté, c'était que la Russie ne reconnaît pas la compétence générale de la Cour internationale de justice. Donc, l'Ukraine est fondée sur la Convention pour l'interdiction du génocide, à laquelle sont parties l'Ukraine et la Russie. Et son argument devant la Cour, qui a déjà été plaidé la semaine dernière, est de dire, attention, la Russie, en considérant qu'en inventant, en abusant de cette convention par ses arguments, puisqu'évidemment, il n'y a absolument pas un début de génocide en Ukraine, elle abuse de ses droits et elle attaque militairement l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine est en train de faire les frais d'un abus d'utilisation d'une convention internationale qui lie les deux États par ailleurs. Et donc l'Ukraine a demandé à la Cour des mesures provisoires urgentes, demandant à la Russie de cesser immédiatement l'opération en attendant que la Cour se prononce sur le fond. Alors, vous me demandez un peu quelles sont les perspectives. La Cour va se prononcer en urgence. Je pense qu'elle va se prononcer dans les prochains jours. Est-ce que ça risque de mettre fin à l'invasion russe? Non. À court terme, c'est très clair. En revanche, et je pense que en ce moment, toute la communication est tellement importante, notamment sur les questions juridiques aussi, que dès lors que l'on peut enlever des moyens de communication à la Russie, et là ça va être très net, c'est-à-dire que l'organe qui est autorisé à dire quel est l'état du droit international va dire qu'un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies a des argumentations totalement absurdes, va rappeler quel est l'état du droit international et va être quand même contrainte à un moment ou à un autre de dire que ce qui a été fait n'est absolument pas conforme à l'état du droit. Ce qui enlève toute possibilité, en tout cas, de continuer à tenir ce discours aux autorités russes. Certes, ça ne va pas sauver malheureusement immédiatement des vies en Ukraine, mais tout ce qui participe aussi à empêcher cette narration fondée sur le droit, et il faut malheureusement avoir un œil sur ce qui pourrait arriver après, à constituer un précédent, parce que ça, malheureusement, il faut aussi l'avoir en tête, que personne ne puisse reprendre ce genre d'argument, c'est quand même un élément qui n'est pas tout à fait anodin et qui est important, me semble-t-il. La deuxième juridiction qui est saisie, effectivement, c'est la Cour pénale internationale. Alors, en réalité, la Cour pénale internationale enquête sur ce qui s'est passé en Ukraine depuis fin 2013, c'est-à-dire depuis l'annexion de la Crimée et les premiers événements qui ont eu lieu en Ukraine. La Cour pénale internationale, ça n'était pas non plus un choix évident, puisque ni l'Ukraine ni la Russie ne sont partis au statut de Rome. Et donc, pour qu'elle puisse exercer sa compétence, il fallait un accord spécial. Et l'Ukraine a donné son accord pour qu'on enquête sur tous les crimes commis sur son territoire à partir de 2013, y compris jusqu'à présent. Alors, ce qui veut dire que si les crimes internationaux les plus graves, que sont des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité notamment, sont commis sur le territoire ukrainien, la Cour peut enquêter, effectivement. Et pour accélérer la procédure, le procureur a demandé que des États demandent à ce qu'une enquête spéciale soit ouverte sur les événements récents.
39 États, dont la France, ont répondu à l'appel et ont fait une demande officielle, ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas dû attendre une décision d'une des chambres. Je ne rentre pas sur des questions techniques, mais on n'a pas dû attendre. Les délais auraient été trop longs et on a voulu commencer tout de suite. Alors, de ce point de vue-là, il y a une particularité qui est assez intéressante si on regarde ce qui se passait dans la justice pénale pour les crimes de guerre commis dans les conflits précédents. Cette fois-ci, on a une cour internationale qui est déjà compétente, qui est déjà en place, et surtout, on a des informations quasi immédiates. C'est-à-dire qu'en réalité, pour un certain nombre de crimes de guerre, je parle de violation des conventions de Genève, utilisation d'armes à sous-munitions, le fait de cibler les civils, et la Russie ne s'en cache pas. Hein, pour l'hôpital pédiatrique de Mariupol, on a même une reconnaissance claire de la part du ministre des Affaires étrangères, qui tente de justifier ça, mais quand même, c'est assez clairement reconnu. On a des informations, y compris filmées, qui permettent de commencer à enquêter clairement sur des éventuels crimes de guerre. Et à cet état, vous avez évoqué, Albrecht, la question de la compétence universelle. C'est très important. C'est très important parce que la Cour pénale internationale est censée intervenir de façon complémentaire, c'est-à-dire que ce sont normalement, d'abord, elle ne juge pas les États cette fois-ci, mais les individus, donc les personnes qui, nommément, ont commis des crimes de guerre, ce qui va du président, enfin du chef de l'État, au commandement jusqu'à l'exécutant, voire, il faut se souvenir aussi du tribunal de Nuremberg, aux financeurs, c'est-à-dire tous ceux qui financent d'une façon ou d'une autre la perpétration des crimes de guerre et qui donc peuvent être considérés comme complices, peuvent aussi être jugés. Seulement, la Cour pénale internationale n'intervient par le principe de complémentarité que si les juridictions nationales n'ont pas pu ou pas voulu se saisir de cela, pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Et aujourd'hui, évidemment, les juridictions ukrainiennes seraient bien en mal de le faire pour l'instant. On imagine mal les juridictions russes. En revanche, il y a une règle qui est la compétence universelle pour les crimes les plus graves, ce qui veut dire qu'énormément d'États sont compétents, même s'ils n'ont pas de lien direct, c'est-à-dire les crimes n'ont pas eu lieu sur leur territoire, ce ne sont pas leurs nationaux qui les ont commis, ni qui ont été victimes, mais ils peuvent ouvrir des enquêtes et mettre en cause des personnes, voire les arrêter si d'éventuelles personnes soupçonnées de ces crimes étaient sur leur territoire. Et dans les prochains jours, il y a déjà eu des appels qui ont commencé à émerger dans un certain nombre d'États, notamment européens, mais aussi aux États-Unis, pour que ces différents États ouvrent des procédures devant leurs tribunaux. Et il y a eu des affaires dans lesquelles ça a été fait. En France, il y avait eu des procédures à l'époque contre le colonel Kadhafi, il y en a eu contre d'autres hauts personnages, d'autres États. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Là encore, vous allez me dire, on ne va pas les appréhender facilement, ces personnes, peut-être. Mais ce sont des crimes qui sont imprescriptibles, ce qui veut dire que même dans des années, on pourra avoir recours à ça. Ce sont des personnes qui ne pourront plus sortir de Russie concrètement, potentiellement, si les États acceptent de faire cela. Et donc, faire peser aussi ce poids en ce moment en rappelant, attention, ce n'est pas seulement le président potentiellement russe qui est passible d'être jugé pour cela, mais toute une série de personnes, voire de sociétés qui financent, qui participent à la perpétration de ces crimes. Ça fait peser un poids assez important quand même sur les personnes concernées. Donc, il y a des juridictions qui sont saisies et il faut rappeler qu'aussi au niveau national, il y a des choses qui peuvent être faites en se fondant sur le droit. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ce que… Ça répond parfaitement bien aux questions qu'on s'est posées. Je suis aussi rassuré en tant que non-juriste que ce que je dis à mes étudiants n'est pas totalement idiot, dans la mesure où je leur dis le fait que tout le monde essaye de se référer au droit international montre que ce n'est pas un fantôme édenté, mais quelque chose qui a pris de l'ampleur, qui est consolidé et qui a aussi une longue haleine dans les années à venir. Mais vous avez raison, évidemment, ça ne va pas mettre fin
au conflit. Mais ça prend note et ça prend acte. Et ça, c'est déjà un grand progrès aussi par rapport au passé. On parlait de anachronisme tout à l'heure. Là, on voit qu'on est bien, au moins sur ce volet-là, au 21e siècle. Merci beaucoup, Sarah. Je sais que vous avez des obligations, donc je vous laisse les assurer. Merci, désolée de vous laisser. C'était très bien et très éclairant. Je trouve, à moins que l'un de nos amis ait une question directe sur ces questions juridiques. Et on retient aussi que vous avez dit, du point de vue du juriste, aussi, c'était inimaginable. Donc, ça aussi, c'est un choc à retenir, oui. Un vrai choc. Oui. Très bien. On va passer, donc, merci beaucoup, et on va passer la parole à Sergio. On va se rapprocher de cette guerre géographiquement. Sergio, donc, je rappelle que vous êtes basé à Cluj et donc que vous êtes relativement près de la Moldavie et puis ensuite de la côte de la mer Noire. Peut-être vous voulez simplement commencer par dire comment les choses sont ressenties en Roumanie, pays périphérique de l'Union européenne et en première ligne en même temps. Oui, merci d'avoir initié ce débat, de le modérer et de m'avoir invité. Bon, écoutez, pour simplifier les choses, et on pourra en discuter longuement après, je crois que la Roumanie, avec la Pologne notamment, sont les deux pays de la région qui disent maintenant, nous vous l'avions dit depuis très longtemps. Il y a une grande majorité dans ces deux pays-là qui pensent dans ces directions, justement puisque depuis très longtemps, la Roumanie a considéré que la Russie, même dans ces moments de délicatesse pour m'exprimer ainsi, était une sorte de fauve enchaîné et qui allait se déchaîner. Et on a toute une rhétorique, un imaginaire sur le danger russe, d'ailleurs plus prégnant en Pologne qu'en Roumanie, mais existant en Roumanie aussi, et qui, disons, débouche sur une image de la Russie qui ne pourrait donner que cela. Alors, historiquement, pour revenir très rapidement sur le cas de la Roumanie ne s'est jamais considérée libérée par l'armée rouge puisqu'elle l'avait combattue durant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est considérée envahie par l'armée rouge. Elle s'est considérée enchaînée dans une période d'un demi-siècle de communisme. Elle avait déjà pris ses distances par rapport à l'Union soviétique à l'époque du national-communisme roumain sous Ceausescu, où l'Union soviétique était considérée comme le pays qui avait un peu installé ces régimes, mais le pays par rapport auquel on avait à prendre une distance historique. Ce n'était pas pour des raisons, disons, de progressisme chez Ceausescu ou chez les nationaux communistes roumains, mais c'était pour des raisons plutôt liées à la stratégie qu'ils devaient adopter par rapport à l'Union soviétique, à laquelle on n'a jamais pardonné, bien sûr, l'enlèvement de la Bessarabie, donc de l'actuelle Moldova ou Moldavie pour être plus précis, grosso modo, et d'une partie qui se trouve d'ailleurs maintenant en Ukraine, de la région qu'on appelle Bukovina. Après la chute des régimes communistes, la Roumanie a été parmi les premiers pays à entrer en relation délicate avec la Russie, notamment à propos de la République de Moldavie et notamment à propos de la Transnistrie dont parlait Magdalena tout à l'heure, une région à l'est de la République de Moldavie actuelle,
actuelle, qui est occupée par l'armée russe, par des contingents que les Russes appellent mission de maintien de la paix, peacekeeping mission, mais en fait, il s'agit d'une armée qui pourra probablement et pourrait d'ailleurs, on ne sait pas, intervenir dans le conflit ukrainien. Donc la Roumanie avait pris ses distances par rapport à la Russie, a été parmi les premiers pays à dénoncer la Russie comme un pays néo-impérialiste, et notamment au début des années 2000, avec la radicalisation progressive de Vladimir Poutine par rapport à l'Occident, la Roumanie a voulu prendre toutes ses précautions en épousant d'ailleurs une ligne qui est plus euro-atlantique, ou pour être encore plus précis, atlantico-européenne que européenne proprement dite, tout en voulant, d'une manière symbolique, mais aussi d'une manière pratique, installer un bouclier anti-russe. Et d'ailleurs, les éléments du bouclier antimissile sont installés en Pologne et en Roumanie, juste pour, disons, garder une palissade de protection contre la Russie. Et on savait très bien, dès l'installation des éléments du bouclier antimissile, que ce bouclier et toute cette opération étaient destinés à protéger la Roumanie, non pas du lointain État islamique qui n'avait jamais ou presque agi en Roumanie, mais contre une possible attaque de la Russie qui voilà, se rapproche à travers la guerre ukrainienne. Et donc, dès que la Russie a annexé la Crimée, dès que la Russie a aidé les séparatistes du Donbass, la diplomatie roumaine et une bonne partie, la très grande majorité des Roumains s'est rangée du côté des radicaux qui voulaient, à partir de ce moment-là, réduire le plus possible les relations avec la Russie et trouver des moyens pour échapper aux différentes dépendances que les pays de l'Europe ont par rapport à la Russie. Ce qui se passe depuis le 24 février est considéré par de nombreux, disons, analystes et de nombreux décideurs en Roumanie comme étant une suite presque naturelle de la radicalisation du régime de Poutine. Bien sûr que tout le monde ne s'attendait pas à une attaque directe sur l'ensemble de l'Ukraine, à une opération d'une telle envergure. Dans la plupart des cas, on s'attendait plutôt à une prise des deux régions séparatistes. L'annexion a été d'ailleurs considérée comme étant presque naturelle par rapport à la politique, vu la politique de la Russie. Et peut-être on s'attendait à une annexion des deux oblasts dans leur intégralité, Luhansk et Donetsk, et à d'autres actions de sabotage, mais pas une guerre directe. Mais ce scénario existait, circulait comme le pire scénario possible dans les milieu de défense stratégique roumain, qui d'ailleurs a insisté auprès des États-Unis, auprès des pays occidentaux, à renforcer la présence militaire et notamment les capacités militaires de défense dans les pays frontaliers, dont la Roumanie, afin de trouver une manière efficace de résister au cas où l'inimaginable allait se produirait, c'est-à-dire une agression territoriale sur l'un des pays de l'OTAN. Du point de vue de la Moldavie, pour aller dans cette direction-là, vu votre question, là aussi c'est très intéressant puisque même si la Moldavie semble être un petit pays sans beaucoup d'importance, c'est un pays important justement parce qu'avec le basculement en 2019 et 2020 de la Moldavie du camp, disons, neutre et vaguement pro-russe
dans le camp des pays pro-occidentaux avec la victoire des forces pro-européennes, une victoire plus nette que jamais, avec une présidente ultra pro-occidentale, avec un gouvernement formé entièrement dans les universités américaines et européennes, avec une majorité écrasante au Parlement de ce parti. Je crois que les adeptes du régime de Poutine ont rapidement vu une brèche qui allait probablement être encore plus difficile à colmater si l'Ukraine prend son envol définitivement vers l'Occident. Et vu les conditions, donc la Moldavie a servi de contre-exemple de ce qui se passait en Biélorussie était le scénario préféré, disons, de Poutine, alors que la Moldavie, c'était l'inverse, c'était le contre-exemple. Il ne faut pas laisser en aucun cas ce genre de pays échapper comme cela. Et cela, je crois, qu'a compté dans la décision finale. Ce n'était pas probablement la partie la plus importante, la raison la plus importante, mais cela a compté quand même dans la décision prise par Poutine de commencer cette, pour l'appeler ainsi, opération spéciale. L'opinion publique en Moldavie en ce moment est terrifiée, même ceux qui étaient pro-russes ont maintenant des sentiments, comme un peu beaucoup de russophones en Ukraine, des sentiments de peur et même de haine contre ce qui se passe au-delà de leurs frontières. C'est un pays qui est perçu et auto-perçu comme étant vulnérable, vu notamment l'existence de cette armée d'occupation en Transnistrie. Donc, si, disons, à travers cette opération, l'Ukraine, ce qui en restera de toute façon, est perdu par la Russie à la fin, la Moldavie l'est d'autant plus. Donc, à la Moldavie, Poutine pourrait dire adieu, alors que jusqu'à présent, toutes les stratégies en ce qui concerne la Moldavie ont consisté à accepter les moment où la russophilie n'était pas majoritaire parmi les élites, mais de guetter les élections suivantes, de déstabiliser économiquement et de s'instiller au pouvoir. Donc ce genre de stratégie ne fonctionnera plus dans le cas de la Moldavie, comme certainement elle ne pourrait plus fonctionner dans le cas de l'Ukraine. Donc voilà un peu les deux types les deux attitudes de ces deux pays-là par rapport à un conflit qui est effectivement très très proche de leurs frontières. Et on peut dire qu'en Roumanie, il y a beaucoup de gens qui effectivement ne dorment plus à cause de ce qui se passe dans le pays voisin, s'intéressent à ce conflit qui omnibule d'une certaine façon l'ensemble de l'opinion publique et reprochent, beaucoup de Roumains reprochent encore l'attitude trop molle des pays occidentaux par rapport à la Russie pour longtemps. Et il y a beaucoup de Roumains et de Moldaves aussi qui voient comme étant un élément très positif le changement d'attitude, ce qu'on appelle la géopolitisation de l'Union européenne, le renforcement de son côté un peu militaire et assertif, qu'il juge trop tardif, mais quand même qu'il considère comme étant la chose à faire. Merci beaucoup, Sergio. On revient peut-être vers vous tout à l'heure si on a encore quelques minutes pour évoquer la question des réfugiés, puisque là aussi vous êtes en première ligne. Mais cette appréciation, même tardive, d'une réorientation stratégique européenne, la découverte de sa propre capacité géopolitique, si j'ose dire, c'est une transition parfaite pour basculer à Bruxelles chez Denis.
parce que c'est la question que j'avais envie de lui poser. Quel est le degré d'unanimité dans ce basculement vers un monde où des intérêts de puissance sur le plan géopolitique sont tout d'un coup d'actualité et qui manquaient au logiciel européen ou communautaire, si j'ose dire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Comment jugez-vous les réactions qu'a montré l'Union européenne et les États membres qui la composent, et surtout les Occidentaux, du coup? Merci beaucoup. Alors, il est évidemment très compliqué de répondre à une question comme celle-là 3 semaines après le début de la crise, parce que pour le moment, la situation, c'est celle de l'unité politique, en tout cas affichée, même si en examinant de plus près, on voit déjà il y a quelques désaccords, mais globalement, l'unité est toujours de mise pour le moment. Et il faudra voir sur le moyen terme, sur le long terme, quels seront les effets durables de cette crise. En suivant l'actualité, je repensais à un papier que j'avais écrit en 2008, dans lequel je citais, qui parlait des migrations régulières, rien à voir, mais je citais un discours de Paul-Henri Spaak, qui était à l'époque le Premier ministre belge devant l'Assemblée générale des Nations unies, où il expliquait les raisons de la création de l'UO, l'Union de l'Europe occidentale, en 1948. Et il disait à l'époque, en s'adressant à la délégation soviétique, vous savez pourquoi nous sommes unis, pourquoi nous nous unifions? C'est parce que nous avons peur de vous, et que cette peur nous pousse à nous rassembler. C'était en substance le fameux discours de la peur de Paul-Henri Spaak de 1948. Eh bien, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Une fois encore, les crises, comme souvent dans l'histoire de l'intégration européenne, sont de formidables accélérateurs de l'histoire, et un certain nombre d'expressions qui étaient jusqu'à présent, on va dire, assez volatiles, ou en tout cas n'avaient pas beaucoup de substance, pourraient en prendre. Je ne dis pas qu'elles vont en prendre, je dis qu'elles pourraient en prendre. Pensons récemment encore au discours d'Emmanuel Macron, au discours de la Sorbonne de 2017 sur la souveraineté européenne, la question de l'autonomie stratégique, enfin, tous ces concepts, ou même le concept de défense européenne, qui sont présents depuis parfois très longtemps dans le lexique européen, mais qui ne recouvrent en fait pas grand-chose sur le terrain. Et bien, tout cela pourrait prendre forme. Mais évidemment, seul le temps nous dira comment les choses vont évoluer. Alors, pour être synthétique peut-être, il me semble que les principales directions dans lesquelles les Européens ont avancé et restent globalement unis pour le moment, c'est tout d'abord effectivement et immédiatement dans les jours qui ont suivi l'invasion, les sanctions économiques et financières. Donc c'est le gel des avoirs, on en a déjà parlé, de plus de 800 personnalités russes, de 53 entités, avec des conséquences importantes aussi au-delà de ça pour les personnes qui font des affaires, avec les interdictions de circuler, suppression de possibilité d'obtenir des visas, des lignes aériennes qui sont coupées. Enfin, il y a un isolement qui ne concerne pas que les élites, les oligarques du système, mais potentiellement, bien au-delà de cela, je dirais la classe d'hommes et de femmes d'affaires en Russie. Il y a le retrait de pas mal, mais pas de toutes. Là encore, c'est intéressant, banques russes du système interbancaire SWIFT, pas toutes parce qu'il faut toujours ménager des voies pour payer encore le gaz qu'on achète à la Russie, et j'en parlerai après. Donc sanctions économiques d'abord, puis ce sursaut, on va dire, en matière de défense et de sécurité. Et là, il y avait un instrument tout trouvé. En fait, depuis mars 2021, l'Union européenne s'est dotée d'un instrument qu'on appelle Facilité européenne pour la paix, qui permet de soutenir militairement en fait, des États en achetant des équipements qui sont des équipements létaux, ce qui n'était pas possible avant. En fait, enfin, j'imagine qu'on aurait trouvé une astuce juridique pour le rendre possible, même si l'instrument Facilité européenne pour la paix n'avait pas été créé en 2021. Mais donc aujourd'hui, il y a sur la période 2021-2027 jusqu'à 5,6 milliards d'euros susceptibles d'être injectés dans cette Facilité européenne pour la paix. On ne doute pas qu'une bonne partie de ces financements iront de manière privilégiée vers l'Ukraine, puisqu'on a déjà promis 500 millions d'euros à l'Ukraine. Plus largement, en matière de sécurité-défense, l'Union européenne est en train de préparer ce qu'on appelle sa boussole stratégique. Ça veut dire un document programmatique sur 5 à 10 ans de la vision géopolitique de l'Union européenne et surtout de sa dimension défense. Il est plus que probable que ce document est en train d'être révisé pour tenir compte de ce que personne n'avait vu venir, c'est-à-dire une guerre ouverte d'agression sur le sol européen, et que les critiques qui étaient adressées à ce document, qui n'est pas public, mais qui avait déjà circulé dans les milieux européens, qui était jugé un petit peu timoré, il est plus que probable que tout cela va connaître une forme de
de renforcement va être largement bodybuildé, notamment dans une perspective que Sergio évoquait, qui était de renforcer clairement la dimension militaire et la collaboration sur le front militaire. Troisième élément, c'est la question de l'énergie, qui est absolument cruciale. Tous les jours, on le sait tous, les Européens versent 700 millions d'euros à la Russie pour payer les factures de gaz et d'électricité ou de charbon pour certains États membres. C'est évidemment une situation totalement paradoxale. J'entendais tout à l'heure évoquer le fait que même ceux qui finançaient la guerre pouvaient être poursuivis finalement devant la Cour pénale. Eh bien, peut-être les Européens ici pourraient-ils être poursuivis parce qu'ils contribuent à financer la guerre de la Russie. Et donc là, la Commission européenne a été invitée à proposer un plan, donc Repower EU, hein, l'Eurospeak classique, qui vise à la fois à diversifier les sources d'approvisionnement et d'autre part à réduire la dépendance à l'égard de la Russie. Et ça s'inscrit dans le cadre du Green Deal européen, qui vise aussi à changer l'énergie mix européen, à le rendre moins dépendant aux hydrocarbures et aux énergies fossiles de manière générale. Donc c'est peut-être aussi une opportunité pour les Européens sur une grande priorité politique à côté, qui peut-être, au lieu d'être laissé de côté du fait de la guerre, va connaître un accélérateur incroyable, qui sera cette transition énergétique. Quatrièmement, construire les bases d'une économie européenne solide. La crise du Covid et puis maintenant la crise en Ukraine soulignent encore plus la dépendance des Européens à l'égard d'un certain nombre de matières premières critiques. On parle beaucoup du numérique, des semi-conducteurs, des choses sur lesquelles les Européens sont totalement dépendants d'autres régions du monde. Là, on voit que les céréales, simplement, ça devient un enjeu hyper important pour les Européens. Et donc, il va falloir aussi réfléchir à cette indépendance, à cette souveraineté européenne, comme le disait Emmanuel Macron, dans une perspective qui touche à la fois les technologies de pointe, le numérique, l'espace, mais aussi un certain nombre de biens primaires tels que les céréales. Autre élément, la procédure d'adhésion. Donc, on l'a vu, c'est ce qui a été évoqué lors du sommet de Versailles, sommet informel des chefs d'État et de gouvernement des 10 et 11 mars. Alors là, c'est Michel qui évoquait une attitude très prudente. Hein. Je pense que c'est exactement cela. À la fois, on dit que les Ukrainiens, mais aussi la Moldavie, la Géorgie, font partie de la grande famille européenne, mais en tout cas, ce n'est pas une adhésion fast-track qui va avoir lieu. On va renvoyer plutôt à la Commission européenne. Et en fait, on ouvre simplement les chapitres classiques d'une négociation d'adhésion, reconnaissance du statut de candidat qui doit être approuvé, et puis ensuite on commence peut-être seulement à négocier. Avec le risque aussi de créer beaucoup de frustration. On voit qu'il y a une forte demande de réponses claires, rapides, du côté des Ukrainiens, mais aussi d'autres États membres de l'Union européenne, d'ouvrir la porte aux Ukrainiens, là où pas mal d'Européens se rappellent peut-être des difficultés d'une intégration poussée dans le dos par les critères de Copenhague de 93, et des difficultés rencontrées ensuite avec certains pays de l'Est, notamment nouveaux États membres, enfin plus si nouveaux que ça aujourd'hui, sur des questions d'état de droit, etc. Donc voilà, les enjeux géopolitiques sont très importants, mais il faut à la fois ne pas agiter le chiffon rouge face à Vladimir Poutine et à la Russie en donnant l'impression qu'on absorbe encore plus rapidement, ce qui est en fait presque une cause du conflit, qu'on absorbe l'Ukraine dans la sphère européenne, et en même temps, il faut quand même donner des gages aux Ukrainiens. Le dernier élément que je voulais évoquer, c'était la question des réfugiés, que je connais aussi relativement bien. Donc, autant on ne pouvait pas forcément parler d'une crise des réfugiés au sens d'afflux si massif que ça en 2015. On parlait d'1 million de personnes qui arrivaient en un an face à une Union européenne d'un demi-milliard d'habitants, il faut le rappeler. Ici, en quelques semaines, c'est 2,5 millions de personnes qui ont été déplacées, ce qui a entraîné l'activation pour la première fois depuis sa création en 2001 d'une directive européenne que tout le monde pensait morte et enterrée, qui est la directive sur la protection temporaire et qui permet de ne pas passer par des procédures d'asile individualisées, mais de reconnaître de manière générale à des catégories de personnes. Donc ici, toute personne qui en fait est ukrainienne ou résidente ukrainienne qui fuit la guerre depuis le 24 février, toutes ces personnes se voient reconnaître un statut temporaire qui leur permet d'avoir un titre de séjour, mais aussi l'accès au marché du travail dans les États membres. Avec ici, et c'était le point de départ de votre question, sur cette question comme sur d'autres, celle de l'énergie, celle de la défense, celle des réfugiés,
très vite sans doute des tensions qui vont apparaître. On se rappellera que les États qui accueillent aujourd'hui les réfugiés sont ceux qui, en 2015, ne voulaient pas les accueillir et ont combattu, en ce compris devant la Cour de justice de l'Union européenne, le dispositif de répartition des réfugiés dans l'Union européenne. Ce sont ces mêmes États membres qui, en 2015, 2016, 2017, construisaient des barrières à leurs frontières avec la Biélorussie, etc., pour empêcher les migrants qui prenaient la longue route, on va dire, par l'est de l'Europe, d'arriver jusque dans l'Union européenne. Donc, par une sorte de renversement de l'histoire ici, les rôles sont complètement basculés et on va voir comment va se poser la question de ce qu'on appelle classiquement en matière d'immigration le partage du fardeau, le burden sharing. Et là, il n'est pas dit que l'unité de façade, l'unité du départ survive très longtemps. Et donc, sur toutes ces questions, énergie, avec des réalités très différentes des États membres, des dépendances très différentes des États membres aux sources d'énergie russes, sur la question de la défense et de la sécurité, il n'est pas dit que tous les États parviennent à maintenir leur unité, mais c'est l'enjeu, c'est à la fois marquer l'unité, marquer une position forte de l'Union européenne sans provoquer l'escalade, on sent bien que c'est une préoccupation, et en même temps agir de concert pour essayer de mettre un terme à la guerre aussi rapidement que possible. Donc voilà, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire où on en est, je peux vous dire où on en est maintenant, mais ce qu'il en sera dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois est évidemment quelque chose de beaucoup plus compliqué à évaluer. Oui, et on est dans des délais relativement courts, hein. On ne parle même pas encore des scénarios plutôt effrayants qu'on peut imaginer pour dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Là, on parle on pense de mois en mois, en fait, de semaine en semaine, presque 2,5 millions de personnes en 2 semaines. Il faut bien le rappeler, hein, ce n'est pas étalé comme c'était, relativement étalé comme c'était en 2014, 15, 16. Oui, donc, oui, et je vous prie, Denis. Par écho à ce que j'entendais des autres intervenants, dans les sphères européennes, je veux dire, du point de vue de l'européaniste que je suis, c'était là aussi tout à fait inattendu, à la fois l'invasion et l'intervention militaire russe, bien évidemment, mais aussi les réactions européennes. Il y a 1 mois, je n'aurais pas parié sur le fait que l'Union européenne allait envoyer pour 500 millions d'armements militaires dans un pays voisin. C'était quelque chose qui était parfaitement inconcevable il y a encore 1 mois. Je crois effectivement qu'on est dans l'extraordinaire, si je me permets d'intervenir. Et par exemple, sur les réfugiés, 2,5 millions de personnes en 15 jours, c'est totalement inédit. Hein. Dans toute l'histoire de l'Europe, jamais l'Europe n'a été confrontée à un tel flux de réfugiés aussi rapidement. Hein. Et même les pires moments d'une arrivée explosive de réfugiés en un temps record, c'était peut-être les réfugiés espagnols en 1939, mais c'était 500 000 personnes. Enfin bon, on est très loin de ces 2,5 millions de personnes qui arrivent, et certainement beaucoup plus à l'avenir. Donc les circonstances sont vraiment d'une exceptionnelle gravité, y compris dans ce domaine-là. Oui, on a eu le cas de figure des millions d'expulsés en 1945, bien entendu, qui ont été rapatriés sur le territoire allemand, ou ce qu'il en restait, mais ce n'est pas comparable de toute évidence avec ce qui se passe actuellement. J'avais envie de demander aussi à Magdalena, notre représentante d'outre-Atlantique, si ce genre de sursaut qu'a évoqué Denis, sursaut européen, unité pour l'instant peut-être de façade, sans doute avec des tensions sous-jacentes déjà, mais si cette unité et cette réactivité, est-ce que ça a surpris du côté de l'Atlantique Nord, si j'ose dire, ou est-ce que ça n'est considéré comme un réveil tardif qu'on a trop tardé en fait à voir venir? Comment c'est perçu au juste? Certainement, je vis au Canada. Au Canada, vous avez une très grande diaspora ukrainienne. Je pense que c'est la plus grande diaspora ukrainienne dans le monde. On parle de 1,5 million de personnes qui s'auto-identifient comme ukrainiennes. Donc, certainement, il y a un poids émotionnel et un poids politique également au Canada. Et on voit le Canada réagir de façon très décidée.
du côté de l'Ukraine en dénonçant l'agression de la Russie et tout de suite en décidant d'émettre les sanctions et de rentrer dans cet effort occidental uni avec des sanctions économiques, politiques, etc. Cela étant dit, bien entendu, les coûts des sanctions envers la Russie ne sont pas ressentis de la même façon ici qu'en Europe. Enfin, si, juste pour vous donner des petits chiffres, on parle, les échanges entre la Russie et le Canada ne représentent même pas 1% du PIB du Canada. Donc, on comprend que la dépendance ou même l'interdépendance ne joue pas tant ici. Le Canada est aussi un des plus grands exportateurs, que ce soit du pétrole que des céréales. Donc, on n'est pas dans les mêmes logiques, calculs, si vous voulez, de coûts-bénéfices, etc. Cela étant dit, on appuie certainement tout ce que l'Europe fait. On comprend que l'Europe a des enjeux différents, notamment ce qui a été mentionné par rapport à la dépendance au gaz, les céréales, le charbon, etc. Et donc les sanctions qui n'ont pas été mises là-dessus sur le secteur de l'énergie, on peut le comprendre, mais en même temps, il y a une certaine, mais voyons, on peut quand même encaisser des coûts. Plus de coûts sur notre vie quotidienne, le pouvoir d'achat, etc. Donc, il y a une certaine incompréhension de ne pas aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, comme ça a été mentionné déjà, cette position de l'Union européenne n'est pas nécessairement non plus unanime. Il y a des pays de l'Europe centrale, surtout, qui poussent vers les sanctions dans le secteur énergétique également, même si ce sont les pays qui en dépendent quasiment le plus, notamment la Hongrie et la Slovaquie. Donc, qui ont le plus peut-être à perdre. Bon, la Hongrie, c'est un cas à part, ils n'iront pas jusque-là pour ces sanctions-là, si je comprends bien. Mais cette unité-là est vue comme de l'Europe comme étant quelque chose de sans précédent, effectivement. Ça a été déjà mentionné. Les gestes concrets, les 500 millions de dollars d'euros pour l'armement envers l'Ukraine, etc., c'est du jamais vu. L'Allemagne, la position de l'Allemagne, la position de la Suède, etc., donc ces changements-là sont certainement remarqués et applaudi. Vous voyez, j'ai aussi mon chapeau, je suis polonaise, donc j'ai un chapeau aussi non seulement nord-américain, mais aussi européen. Et certainement, donc juste pour revenir sur la question des réfugiés, et comment l'Europe centrale vit la guerre en Ukraine. Donc, il y a ce qui a déjà été mentionné par Sergiu, le fait on vous l'a dit, est là et que la menace était là et la menace de la Russie était soulignée depuis des années et surtout depuis 2014. Vous vous souviendrez même que dans les pays baltes, il y avait des pamphlets qui circulaient concernant comment se protéger d'une éventuelle attaque de la Russie suite à l'annexion de la Crimée. Il y avait, on en parle peu maintenant, mais depuis 2014, il y avait quand même une genre de guerre hybride qui était aussi menée par la Russie. Vous aviez des cyberattaques, des négociations, pression sur la question de l'approvisionnement en gaz, etc. Donc, ce n'est pas effectivement quelque chose du jour au lendemain qui devrait nous surprendre et pourtant, oui, ça nous a surpris. L'ampleur, en fait, nous a surpris d'un côté de l'agression, de l'autre côté de cette union de l'Europe et de l'Occident. Mais le deuxième point de comment on vit la guerre en Europe centrale, c'est la question des réfugiés, effectivement, parce qu'on le sent sur le terrain où je ne suis pas, mais je suis proche du terrain et c'est peut-être plus Sergiu qui pourrait intervenir ici, mais on le sent que ce soit sur les tablettes de l'épicerie, des pharmacies qui manquent de médicaments, la flambée des prix, etc. Donc il y a tout ça qui aussi
entre en ligne de compte. Et Moldova, ici, est peut-être le pays le plus affecté, finalement, parce que per capita, c'est le pays qui a reçu le plus de réfugiés parmi tous les pays les limitrophes de l'Ukraine, et c'est le pays, un des plus pauvres, pour ne pas dire le plus pauvre, de l'Europe. Donc ça aussi, certainement, va jouer sur ça joue sur la façon dont cette guerre est vécue sur le terrain limitrophe, avec une peur constante pour de menaces éventuelles que M. Poutine peut aller plus loin, s'avancer davantage sur le territoire et des conséquences économiques et socio-économiques, humanitaires et socio-économiques dans les pays de l'Est. Tout à fait, je veux bien redonner la parole à Sergio tout de suite sur cette question de la capacité d'absorption des flux d'arrivants. Là, du coup, il y aura quelque chose qui se met en place. Est-ce que la Roumanie est en mesure de redistribuer, réorienter des réfugiés vers des pays de l'Europe de l'Ouest? Comment est-ce que c'est organisé sur place chez vous? Pour commencer, il faut dire que dans le cas de la Roumanie, la situation est un peu moins compliquée que dans d'autres pays. On a cité le cas de la Moldavie, justement parce que le nombre de réfugiés veulent continuer leur trajet. Les chiffres parlent de soi. On a eu maintenant 400 000 réfugiés ukrainiens qui sont venus en Roumanie, dont seulement 90 000 sont restés en Roumanie jusqu'à présent. Donc, je parle, les chiffres sont d'aujourd'hui, de ce matin. Parmi ceux-ci, il y a seulement 3 500 qui ont déposé une demande officielle d'asile en Roumanie. Donc, la plupart veulent continuer leur trajet pour de multiples raisons, pour des liens familiaux. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont de la famille dans des pays occidentaux, outre-Atlantique. Magdalena a parlé tout à l'heure, mais aussi dans beaucoup de pays de l'Ouest européen. Et ils veulent rejoindre leur famille là-bas. Ils savent pour la plupart que trouver un emploi ou se refaire une vie, même à moyen terme, en espérant rentrer à un moment donné, serait beaucoup plus facile dans un pays plus développé et dans un pays où on est à la recherche d'emploi que dans un pays comme la Roumanie où on n'en est pas tellement. Voilà, ça c'est les explications. Il y avait une toute petite portion des Ukrainiens qui n'ont pas voulu venir en Roumanie, notamment parce qu'ils croyaient que la Roumanie avait une dent contre l'Ukraine, vu la minorité roumaine qui habite dans le nord de dans le sud de l'Ukraine, dans la Bukovina, historiquement appartenant à la grande Roumanie de l'entre-deux-guerres. Mais ils ont très, très rapidement constaté que ce n'était pas du tout le cas. Et généralement, il faut dire qu'à la différence du moment 2014, et là aussi, 2015, pardon, et là aussi, on pourrait en discuter, il y a une différence remarquable de la manière dont sont mobilisés les Roumains, les Polonais, les autres, même les Hongrois, par rapport aux réfugiés ukrainiens que par rapport aux réfugiés qui venaient du Moyen-Orient, comme ce fut le cas en 2015. Là aussi, on peut parler aussi des éléments culturels qui rapprochent et qui rendent les Ukrainiens plus semblables aux Roumains, aux Polonais. On peut parler aussi, comme certains le font déjà, d'une sorte de racisme endémique des populations européennes. Mais ce qui est certes, c'est que nous sommes devant un accueil, devant une mobilisation qui est
qui est énorme, et du point de vue émotionnel et du point de vue logistique. Je n'ai jamais vu les gens être tellement solidaires, au moins en Roumanie, un pays qui est marqué quand même par une sorte de néolibéralisme, par une sorte d'individualisme qui a été cultivé depuis presque 30 ans. Maintenant, on voit quand même une solidarité qui s'impose et qui mérite d'être au moins remarquée, sinon saluée. Et pour la Moldavie, oui, là, c'est le plus dur. Ils reçoivent une quantité de réfugiés qu'ils ne peuvent pas gérer d'eux-mêmes. Le soutien international est très important du point de vue financier et logistique pour la Moldavie. Et j'ai discuté avec un collègue moldave, sociologue, ce matin, qui me disait que finalement, d'après les premières enquêtes qu'ils ont pu faire, un peu des enquêtes sauvages parce qu'ils n'ont pas des échantillons et tout, mais quand même, ils découvrent que la plupart des Ukrainiens qui viennent en Moldavie ont un niveau de vie plus élevé que les Moldaves. Donc, ils quittent leur pays, mais tout le monde a l'image du réfugié qui se confronte à des problèmes financiers, qui est pauvre et qui est dans une situation difficile. Et bien sûr, les Ukrainiens sont dans une situation difficile, sauf qu'en arrivant en Moldavie, l'écart du niveau de vie avec lequel ils étaient habitués en Ukraine se creuse par rapport à ce qu'ils trouvent en Moldavie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est rare dans l'histoire où on a des réfugiés qui bougent d'un pays qui est grosso modo un peu plus développé que le pays d'accueil. Alors c'est quelque chose que j'ai lu ce matin de manière parfaitement non scientifique pendant mon petit déjeuner dans le New York Times, qu'il y a des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers réfugiés russes dans les républiques comme Kyrgyzstan, Kazakhstan et surtout Istanbul aussi comme destination. Donc, en fait, on a deux populations de réfugiés qui sont créées par cette guerre. C'est hallucinant quand on y pense. Alors, Denis, Magdalena, un dernier mot et Michel pour le mot de la fin. On y va. Oui, je voulais juste rebondir plutôt sur l'intervention de Sergiu, donc pour dire deux choses. D'une part, l'une des grandes surprises de cette crise, ça a été, je l'ai dit, l'activation de la protection temporaire, oui. Qui était quelque chose qu'on n'attendait pas. La deuxième grande surprise dans ce cadre-là, c'est que la décision prise par le Conseil, donc les ministres de la Justice et des Affaires intérieures des 27 États membres le 27 février, donc c'est-à-dire 3 jours à peine après l'intervention militaire russe, cette décision pose le principe du libre choix, ce qui n'allait pas de soi du tout. Ça veut dire qu'on a laissé la possibilité, on laisse la possibilité aux réfugiés de choisir l'État vers lequel ils souhaitent se diriger, alors que toute la règle au sommet de l'édifice de la politique d'asile européenne, c'est le principe de Dublin, qui consiste à dire que c'est c'est l'État responsable, plutôt l'État par lequel le demandeur d'asile est rentré dans l'Union européenne, qui est responsable de l'examen et qu'éventuellement, après, il pourra y avoir des arrangements qui permettent sa mobilité. Donc ici, ce n'est pas ce qui a été pris en compte. On sait par exemple qu'il y a une ouverture allemande, avec même des annonces qui ont été faites en termes de gratuité des lignes de train qui permettent aux réfugiés de se déplacer. Et là encore, on verra comment ça va évoluer dans les prochains mois. On se rappellera qu'en 2015, Angela Merkel était sur une position très ouverte et puis, compte tenu de tensions dans sa majorité, elle a dû très rapidement réorienter sa politique et fermer beaucoup plus l'Allemagne aux candidats réfugiés. Et le deuxième élément, donc ça c'était sur la solidarité, pas simplement qu'on peut éprouver au sein d'un État membre, mais entre les États membres, l'idée que tout le monde est prêt, entre guillemets, à faire ce choix. Ça a été décidé à l'unanimité. L'autre élément, c'est ce qu'évoquait Albrecht, c'est-à-dire les réfugiés de première génération. Ça, c'est un phénomène hyper connu. Les premiers à partir sont ceux, qui ont les réseaux, et 2, qui ont les moyens économiques de l'exil. Et donc, ces personnes sont d'autant plus faciles à accepter, entre guillemets, parce qu'elles sont déjà socialement insérées, elles ont déjà des réseaux, elles ont des familles ou des membres de leur famille qui peuvent les accueillir, des amis, etc. C'est une autre histoire quand la deuxième génération de réfugiés arrive, et cette deuxième génération n'est quasiment jamais arrivée dans le cadre de la crise de 2015.
parce qu'il fallait traverser la Méditerranée, que c'est compliqué. Ce ne sera pas forcément le cas dans le cas de l'Ukraine, où il est beaucoup plus facile de se déplacer compte tenu de la proximité géographique immédiate. Et donc là, on verra aussi comment vont évoluer les attitudes des Européens. Magdalena. Ah, j'ai baissé ma main entre-temps parce que ça allait dans le même sens, donc je ne voulais pas répéter. Mais effectivement, juste peut-être dire que la Pologne, par exemple, c'est un pays où les réfugiés ukrainiennes, pour la plupart, veulent rester. Donc, ce n'est pas juste un transit pour une fois, parce que d'habitude, les migrants qui venaient ou voulaient venir en Europe considéraient la Pologne notamment comme un pays de transit. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'il y a effectivement déjà une communauté ukrainienne très large, installée en Pologne depuis longtemps. Donc, c'est cette question de première, deuxième génération. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que tous ces réfugiés-là ne sont pas des demandeurs d'asile nécessairement. Ils espèrent encore retourner chez eux. Et ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, il s'agit surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées, où donc le père, le mari, le fils combattent en Ukraine. Donc ces personnes-là ne veulent pas non plus s'éloigner tant que ça des pays limitrophes. Donc, je pense que le problème, on va les disperser, si vous voulez, l'enjeu des réfugiés, mais il va rester concentré quand même en Europe centrale. Oui, la très grande majorité de femmes est aussi l'inverse total de 2015-2016 par rapport aux flux qui sont arrivés en Allemagne et qui étaient très majoritairement masculines. Donc c'est là aussi à prendre en compte parce que ça aura sur le long terme un impact non négligeable, je pense. Michel, notre hôte, un mot pour la fin. Moi, pour ma part, j'ai été ravi de vous accueillir. J'aurais très envie que Michel, tu nous remettes ça dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, à un moment où on peut peut-être faire un bilan par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui aussi. Est-ce qu'on était à côté de la plaque? Est-ce qu'on a bien identifié les points névralgiques de cette guerre? Moi j'ai été ravi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai d'ores et déjà le titre pour mon petit hebdomadaire éditorial sur la radio nantaise. Je vais l'intituler « On vous l'avait bien dit ». Hein, ça me paraît une bonne ouverture pour un petit point radiophonique. Michel, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoutez, d'abord vous remercier tous pour la qualité de vos interventions. Remercier aussi Albrecht pour avoir animé la réunion. Excellente idée de faire peut-être un point dans 1 mois pour voir d'abord où on en est et voir effectivement comment on peut interpréter les choses avec un petit peu plus de recul, en espérant que les hackers pro-russes nous laissent tranquilles cette fois-ci et ne viennent pas parasiter notre réunion Zoom. J'espère que, d'ailleurs j'en suis vraiment désolé pour nos auditeurs qui n'ont pas pu rester en direct avec nous, mais en tous les cas, j'espère en tous les cas que la prochaine fois, on prendra peut-être un autre outil pour être mieux protégé. Alors écoutez, oui, vous l'avez dit, situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, ça c'est certain. Je peux moi-même en témoigner à Nantes, où il y a un élan de solidarité absolument incroyable qu'on n'a jamais vu et qu'on n'a jamais connu, je pense, aussi rapidement. Il y a plusieurs containers d'aide qui sont partis de Nantes vers l'Ukraine, plusieurs containers rassemblés en une dizaine de jours, c'est absolument incroyable. On n'avait jamais connu pareil élan de solidarité. Donc ça, c'est situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, y compris de l'opinion publique. Alors moi, je me félicite également des réactions d'unité, on va dire occidentale ou européenne face à la crise. Réaction exceptionnelle, on l'a dit, de l'Union européenne. Réaction aussi de très ferme unité côté Alliance Atlantique. Maintenant, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure et les pessimistes, j'allais dire, forcenés, maintenant j'attends de voir ce qui va se passer sur la longue durée en fonction effectivement de l'évolution de la situation de la guerre en Ukraine. Je ne suis pas totalement persuadé de la solidité de notre alliance, notamment si jamais
la guerre devait se développer et si jamais des questions existentielles venaient à se poser. Hein. La solidité de l'OTAN à long terme pose question depuis déjà de nombreuses années. À mon avis, ça risque de poser question aussi à l'avenir, devant toujours le maintien de cette priorité chinoise qui, à mon avis, restera sur le long terme, tout comme d'ailleurs devant les incertitudes de la politique intérieure américaine et de la solidité des démocrates au pouvoir à l'heure actuelle. La ligne rouge fixée par les Américains dans la défense des pays membres de l'OTAN, on a connu d'autres lignes rouges moins solides dans le passé. Et puis, j'allais dire, si un jour il faut qu'on se pose la question de déclencher une guerre atomique pour Tallinn, Riga ou Chisinau, et ben peut-être que face aux vraies questions existentielles que je ne souhaite pas qu'on ait à se poser, mais effectivement, il faudra voir quelle est la véritable solidité de notre alliance et de notre union. J'espère qu'on ne devra jamais se poser une telle question, mais en tous les cas, ça m'interroge tout de même. Alors, et puis du coup, effectivement, j'allais dire, il est extrêmement urgent, très, très, très urgent, d'obtenir cette Europe plus forte, plus protectrice et qui sache ce qu'elle doit défendre. Hein. Alors, non seulement qui s'en donne les moyens technologiques, humains, militaires, ça c'est peut-être une affaire de quelques années, mais qui se donne, comme on l'a dit tout à l'heure, une véritable stratégie, qui sache par exemple quel est le territoire qu'elle doit défendre. C'est quoi l'Ukraine finalement? Ça va vraiment faire partie de l'Union européenne? Il faut vraiment qu'on la défende? Ou alors est-ce qu'on considère que c'est un État tampon, indépendant, ou en tous les cas plus ou moins dépendant de la Russie et plus ou moins sous sa protection? Enfin, je veux dire, le débat que l'on engage sur l'éventuelle admission de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est aussi un débat si on considère que c'est un pays candidat. C'est aussi un pays qu'il va falloir véritablement protéger dans ce cas-là. Et on rentre dans une autre problématique, d'autant plus que je vous rappelle que la clause de défense du traité d'Amsterdam est quand même très contraignante. Du traité de Lisbonne, pardon, pas d'Amsterdam, du traité de Lisbonne est très contraignante. Il n'y a pas de possibilité d'échappatoire théoriquement, comme il y en a paradoxalement sur le traité de l'Atlantique Nord et pour l'OTAN. Donc voilà, donc moi je me pose des questions. Je pense qu'il est vraiment extrêmement urgent d'asseoir cette Europe plus indépendante, plus protectrice, plus souveraine, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tous les cas, je pense que tout le monde doit être d'accord là-dessus et de faire vite, très vite, au cas où ce conflit dégénérait encore plus et finisse par poser la question de notre intervention dans ce conflit. Voilà. Donc, j'espère qu'on n'aura pas à se poser ces questions, mais en tous les cas, comme c'est une menace, que cette menace devient de plus en plus crédible, on vous l'avait dit, disaient tout à l'heure nos collègues, eh bien, il faut se donner les moyens de pouvoir donner une réponse à cette menace. Et donc, il faut vraiment que l'Europe aille vite maintenant, très, très vite. Très, très vite. Bon. Sacrée conclusion. Très bien. Michel, tu nous réunis quand tu veux. Dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Dans un mois, mais promis, on essaiera d'avoir une liaison plus stable. Très bien. Et Marie, je vous laisse faire un bon mixage de nos petits morceaux d'enregistrement. Mais je pense que dans l'ensemble, on aura quelque chose de très homogène.